Dimanche 30 avril 2017. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à Rémi Ménage. Nous sommes avec Imam Ahmadou Makhtar Kanté, imam et expert en environnement, écrivain. Son dernier livre, c'est sur l'astrologie et la charia. Il est imam à la mosquée du Point E. Et avec nous aussi Souleymane Jules Gomis, professeur de sociologie de l'éducation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Cette semaine, le Sénégal a été encore secoué par le drame de Bettenty. Dans les journaux, on a lu fatalité, résignation, responsabilité, co-responsabilité. Les accidents font des milliers de morts au Sénégal depuis le Diola. Imam, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une sorte de fatalité qui s'est emparée des Sénégalais. Depuis le Diola, on compte les morts, on reprend les mêmes habitudes comme si rien n'était. Qu'est-ce qui se passe dans la société sénégalaise aujourd'hui? Il se passe qu'il y a un état d'esprit qui est très inquiétant. Et je voudrais, à l'entame de mon propos, citer un écrivain qui a dit ces propos qui me semblent être illustratifs de ce que nous vivons actuellement au Sénégal. Il disait qu'à certains moments, seuls les fous n'ont pas peur. Je crois qu'actuellement, on est dans une forme de déréliction, de paralysie, de léthargie qui est très grave. Nous sommes vraiment dans une pente descendante. Et je crois que seuls les fous ne voient pas ça. Et il y a quelque chose, un certain nombre de choses qui a frappé mon esprit par rapport justement au dernier drame de Bettenty. Je me rappelle, lors du drame du naufrage de Diola, j'avais écrit un petit pamphlet que j'avais écrit après le naufrage de Diola, quel nouveau style de vie pour le Sénégal. Parce que je voyais déjà venir un peu ces choses-là. Je me disais, mais quelles sont les leçons concrètes? Mais tout le monde a constaté après rapidement comment on a évacué toutes les questions de précaution, de vigilance, de planification, etc. Et bien sûr, les premiers responsables, ce sont les élites, et les élites politiques en particulier, qui sont d'abord les premiers responsables, surtout ceux qui se chamaillent pour dire « donnez-moi le pays ». Alors qu'ils n'ont aucune vision, n'est-ce pas, et qu'ils ne se préparent pas à éduquer le peuple dans le sens justement de comportement responsable. Qu'est-ce qui m'a choqué? Cette question d'argent d'abord. J'ai vu un journal, un de vos collègues, écrire « Oui, les populations soulagées, ils ont reçu de l'argent ». Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de planification. Et les gens qui ont perdu leurs parents ne vont jamais les retrouver, même si on leur donnait des milliards. Et aussi, il y a certaines précautions, si on ne les prend pas, ce genre de situation va se répéter. Est-ce qu'on va revenir encore toujours avec de l'argent? Non, il faut investir dans l'éducation. Deuxième chose, je ne sais pas vraiment si c'est avéré. Mais j'aurais lu quelque part que le gouverneur et le préfet se sont perdus en allant à Bettenty. J'ai vu dans la presse, perdus. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés de la gouvernance territoriale ont abandonné complètement certaines parties de ce pays, n'est-ce pas, comme l'île Bettenty, que je connais assez bien, j'ai fait 15 jours d'enquête là-bas. Souleymane Jules Gomis, comment comprend-on aujourd'hui au Sénégal cette banalisation de la mort? C'est-à-dire que dans d'autres pays, quand il y avait autant de morts, on voit quand même une sorte de réaction dans ce pays. Mais au Sénégal, on est dans des histoires de fatalité, il y a la barne, comme si personne n'est responsable de ce qui se passe. Merci Alassane. Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées par ces drames, à la fois à Médina Gounass et à Bettenty dans le Toubacouta. Alassane, je pense que personne ne peut banaliser la mort. Il se trouve que nous devons analyser deux dimensions de ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez évoqué le Diola. Vous avez évoqué les deux derniers drames, Dakar de Médina Gounass, le naufrage à Bettenty de la pirogue, qui a emporté nos compatriotes. Donc ce naufrage a emporté 21 mères de famille. Des enfants aussi, surtout. Et des enfants. Ce choc, je pense que c'est toute la nation qui en a subi. Et je voudrais pour cela dire que, pour ce qui est de Dakar par exemple, on ne peut pas empêcher des religieux de se retirer en retraite et de prier pour eux et pour leur nation. Et c'est un devoir religieux. Ça traduit également l'attachement du Sénégal à une religion ou à la religion tout court. Cette dimension, je pense que devrait être accompagnée d'une politique responsable.
Donc, d'une prise de conscience à la fois individuelle et collective. Que chaque citoyen puisse comprendre quelle attitude il doit avoir dans telle ou telle situation de fait. La deuxième dimension, c'est la dimension économique. Il faut reconnaître également qu'à Médina Gounass étaient présents des commerçants, mais également étaient présents d'autres personnes, puisque c'est une activité spirituelle, mais qui avait également vocation d'activité économique à côté, parce qu'il y a tout un commerce qui se développe à côté. Et tout, ça rejoint un peu la dimension économique que je voulais évoquer pour les femmes de Bettenty, qui bravent les flots tous les matins pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, à leurs propres besoins, aux besoins de leurs enfants et de leurs époux. Ces femmes, on ne peut pas leur empêcher de faire cela. Donc c'est pour vous dire, encore une fois, on n'a pas banalisé la mort. Mais on allait chercher de quoi survivre ou satisfaire sa croyance et on croise la mort. Et nous disons accidentellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut analyser en toile de fond dans cet aspect-là? C'est-à-dire, comment se fait-il que les individus dotés de raison puissent avoir des comportements basés sur des traditions, sur des pratiques parce que ancrées dans leurs habitudes? Je prends par exemple le cas du Dakar de Médina Gounass. On vous dira ça a commencé bien avant les indépendances. Que ces individus continuent à pratiquer cette retraite spirituelle dans la même forme, avec un public nouveau, des acteurs nouveaux, dans un environnement qui s'est renouvelé, il est évident qu'un jour, les accidents seront inévitables. Que les femmes continuent à braver les flots parce que leurs arrière-grands-parents ont bravé ces flots-là dans un autre contexte. Aujourd'hui, on ne tient même plus compte qu'il y a eu la fonte des glaces ailleurs, que les eaux de mer ont augmenté, les marées hautes ou les marées basses varient, et en plus, on continue à développer les mêmes comportements. La surcharge, elle n'est pas innocente. J'ai lu la presse et il était bien marqué qu'en allant, le piroguier avait averti qu'il y avait la surcharge. Au retour, il a réaverti qu'il y a encore plus de surcharge avec le poids de la récolte des moules. Donc, à mon avis, on ne peut pas tout dire en disant c'est de la volonté de Dieu, que ça relève de la divinité. Non, je pense que ça relève de nos propres comportements. Et ce sont ces comportements qu'il faut corriger. Mais comment corriger ce comportement aujourd'hui? Ici, par exemple, on demande aux piroguiers de prendre des îles de sauvetage qui coûtaient 5 000 francs. Le prix a été diminué jusqu'à 2 500 francs. Et que les gens refusent des fois même de porter les gilets en pensant qu'en portant des gilets, c'est une sorte de couardise en tant que pêcheur. Ou bien quelqu'un qui a l'habitude de traverser avec une pirogue. Je crois qu'il y a au moins 2 leviers sur lesquels il faut jouer pour justement juguler ce genre d'accident où la faute humaine, la responsabilité humaine est clairement établie. Par contre, ce qui va être difficile, c'est d'établir la part de Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on va être là à philosopher, spéculer sur quelque chose que nous ne pouvons pas rationnellement établir? Donc il faut travailler sur le rationnel, n'est-ce pas? Il faut être pragmatique. Et d'ailleurs, aussi bien dans le Coran que dans les enseignements du prophète, dans la pratique du prophète, on lit bien ce pragmatisme. J'ai écrit un texte il y a quelques jours que j'ai appelé au nom du Mektoub le fatalisme est-il musulman, où j'ai donné beaucoup d'exemples de ce point de vue en citant le prophète qui dit que personne ne dorme en laissant quelque chose d'allumé chez lui, que personne ne dorme dans une baraque qui n'est pas couverte, etc. Donc des mesures de vigilance et de précaution. Et quand une localité est affectée par une épidémie, que ceux qui sont là-dedans ne sortent pas et que ceux qui sont à l'extérieur ne rentrent pas. Bon, on me dira maintenant, ce n'est plus le cas, ce qui est vrai, mais en ce temps, n'est-ce pas, ça s'expliquait. Ce qui était important là, c'est de voir l'état d'esprit du prophète en disant il faut sauver le maximum de vies humaines et non pas en disant Dieu a écrit celui qui sera malade ou non. Donc, il y a ce point de vue-là. Déjà, je crois que sur le plan sensibilisation, il faut que les imams, les islamologues, les prédicateurs, etc., soient très clairs avec les populations en les aidant à comprendre, n'est-ce pas, la responsabilité, la part de l'homme, n'est-ce pas, dans ce que nous faisons pour qu'on soit plus responsable et qu'on s'éloigne, n'est-ce pas, du fatalisme. Donc, les 2 leviers par rapport à votre question. Le premier levier, la sensibilisation. Je dis quoi par sensibilisation? Même la mosquée.
je sais pas, qui vient de recevoir de l'argent. Mais par exemple, cette mosquée-là doit jouer un rôle de sensibilisation en termes de vigilance, de sécurité, de port de gilet dans les sermons. Absolument. Et tous les gens qui fréquentent cette mosquée-là, n'est-ce pas, on devait les soumettre à ce discours. Certains discours devaient être tenus par les imams eux-mêmes et d'autres discours par les techniciens. On peut même leur permettre de le faire à la mosquée. Je me rappelle, j'étais parmi les premiers imams ici à Dakar à appeler un médecin à l'université de Dakar. Après le sermon, je lui donne le micro et une table pour qu'il parle du sida. Techniquement, c'est quoi? Avant que on commence à dire oui, c'est ça, c'est pas ça, c'est lui, c'est l'autre. Et lui-même, il était très gêné en me disant, mais imam, parlez du sida dans une mosquée. Et quand on lui a donné le micro, les étudiants étaient là en train d'écouter et les gens posaient des questions. Donc il faut qu'on arrête cette affaire-là de fausse fidélité, n'est-ce pas, au fondement de l'islam et qu'on soit plus civilisé et d'ailleurs qu'on soit à la hauteur des vrais enseignements de l'islam. Donc ça, c'est le levier de la sensibilisation. Il faut mettre suffisamment d'argent pour ça. Il y a des politiques qui se trimballent avec des millions que leurs enfants volent dans leur maison, etc., etc. Pourquoi on ne met pas suffisamment d'argent dans ces questions d'éducation, de sensibilisation, et qui sont des questions de vie et de mort? Ce n'est pas des questions banales. Quand Betenti, comme je vous disais tout à l'heure, il faut à peu près presque 1 heure de temps pour traverser. Et les femmes et les hommes prennent voilà, la pirogue tous les jours que Dieu fait. Donc, quand vous réglez le problème de la sensibilisation et le problème des précautions, vous le réglez une fois pour toutes. Ça, c'est donc le premier levier. Qu'est-ce que les services techniques ont fait? Qu'est-ce que les services de l'État ont fait? Qu'est-ce que le gouverneur et son entourage, le sous-préfet, puisqu'ils se sont perdus déjà, bon, on peut poser même des questions déjà, ils ne savaient même pas c'était où la localité. Donc voilà. Donc ça, c'est un problème. L'autre levier, c'est la loi. C'est la loi. L'être humain est tellement libre qu'il ne suffit pas simplement de lui indiquer les bonnes choses à faire. Ça se saurait, n'est-ce pas? Prenez tous les grands pays développés, c'est parce quand même qu'il y a une loi à respecter. Il y a donc des sanctions à prévoir. Donc, la sensibilisation doit être accompagnée par une loi qu'on applique de façon correcte et implacable pour l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas une question de méchanceté, c'est une question de préserver l'intérêt général et des vies humaines. Justement, c'est la question que beaucoup de gens se posent au Sénégal. Et le Sénégal a tellement voté de lois aujourd'hui, mais la plupart de lois ne sont pas appliquées. Il y a une sorte d'impunité tolérée dans ce pays. C'est très facile, Alassane, de légiférer, en fait. D'appliquer la loi. Oui. Pourquoi on n'applique pas la loi au Sénégal? On peut déjà légiférer à l'Assemblée, et puis ensuite son application. Une loi doit être tirée d'abord des usages même des populations. Quelles sont nos coutumes? Quelles sont nos traditions? Alors, il y a ce que l'imam vient de dire, quelque chose de très intéressant. Nous avons un État qui est représenté par donc des préfets, des gouverneurs, des chefs de village, des responsables de structures associatives, etc. Donc, je me demande, en réalité, est-ce que toutes ces autorités jouent pleinement leur rôle? Est-ce qu'elles font le travail pour lequel ils sont payés par les impôts des Sénégalais? J'ai dit, est-ce que ces représentants de l'État jouent pleinement leur rôle? Il s'avère vrai que le gouverneur ou le préfet ne savait même plus ou ne savait pas du tout où se situait la localité Betenti et s'est perdu dans un chemin, ce serait très grave, à mon avis. C'est très grave. Alors, deuxième élément, je pense qu'il faut donc, à mon avis, conscientiser à 2 niveaux. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est au niveau individuel. Que les Sénégalais, chacun en ce qui le concerne, s'auto-éduquent d'abord. Ce qu'on appelle, par exemple, l'auto-éducation. Apprendre à respecter soi-même les normes et puis essayer collectivement de partager ce respect des règles. Mais ce n'est pas souvent le cas ici. Mais l'impression qu'on a, c'est que ce discours-là, on le dit tous les jours, oui, sur tous les lieux, partout, mais on a l'impression que personne ne prend ça en charge. Les gens, ça ne les intéresse pas. Je termine, Alassane, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les Sénégalais ont des comportements hors normes. Ça, il faut le dire haut et fort. Et je pense que l'éducation collective passera d'abord par l'éducation de base au niveau familial. C'est-à-dire, individuellement, il faut que les familles inculquent à leurs enfants comment se comporter seuls et comment se comporter avec les autres. C'est très important. Je prends un exemple. Mais vous voyez bien comment nous nous comportons par rapport à notre environnement de vie. Des sachets plastiques, on les retrouve partout. Les gens boivent et jettent où ils veulent, sans même regarder, et ils oublient ou ils ne savent pas, je me demande s'ils le savent, que ces sachets plastiques constituent même des dangers pour eux, pour leur nation et pour les générations à venir.
Imam, le problème, est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation au Sénégal? Aujourd'hui, on a l'impression que l'école publique a été complètement sabotée. Les différents plans d'ajustement structurel ont mis l'école par terre. Dans les familles, les gens n'ont plus le temps pour éduquer les enfants. Mais il y a un réel souci. Il faut revenir peut-être aux fondamentaux dans ce pays. Mais vous avez tellement raison, et que le capital humain, n'est-ce pas, qui fédère toutes ces préoccupations que vous venez de lister, malheureusement, dans la mise en œuvre du PSE, je ne suis pas très sûr qu'on met l'accent sur, en fait, l'avenir. Parce que le capital humain, c'est l'avenir. Donc, toutes ces questions de croissance et tout, on a vu des pays, n'est-ce pas, qui ont de la croissance et qui ont de la guerre civile en même temps, etc. Donc, il faut faire attention à d'abord former le capital humain. Sinon, on peut avoir de la croissance, avoir du pétrole, du gaz, mais qui sera entre les mains de secteurs extravertis et de lobbies. Et tous les Sénégalais risquent d'être des ouvriers, parce que mal éduqués et qui ne comprennent pas les enjeux dans le propre pays. Donc, je crois que c'est très, 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 très important. Et comme vous le dites, le débat national, je veux dire surtout le débat politique, mais aussi même les prises de position des chefs religieux, je veux dire les leaders d'opinion, etc., en général, ne parlent même pas de cette question-là. Ils parlent que de questions alimentaires ponctuelles. On ne m'a pas suffisamment donné de riz et d'huile, etc., etc., par rapport à ces questions fondamentales. Imaginez s'il y avait un consensus autour de ces questions-là. C'est-à-dire que les hommes politiques, les élites, les partis prennent position sur des questions de capital humain. Peut-être qu'on aura le temps de parler rapidement de la mendicité des enfants. On a vu l'échec, n'est-ce pas? C'est honteux. On laisse les enfants dans la rue. Et en même temps, donc, cette question-là, si les chefs religieux avaient dans leur discours public, n'est-ce pas, mis l'accent sur cette question de capital humain, en disant former les enfants, si vous venez à Touba et Tivaouane, on vous demandera des comptes. Où est-ce que vous en êtes avec l'éducation des enfants, etc. Les choses auraient pu changer. Donc il y a des gens qui peuvent changer les choses, qui ne veulent pas changer les choses. Parce que simplement, parce que eux, peut-être la mangeoire est à côté d'eux. Et donc cette question, elle est importante. Maintenant, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus, je peux dire, historique, sociologique, c'est que toute société a une forme d'éducation. Nous sommes d'accord. Maintenant, le problème, c'est que les sociétés peuvent se dépasser les unes les autres dans leur capacité à actualiser leur éducation. Prenons aujourd'hui, par exemple, c'est emblématique, ça ne veut pas dire que c'est un groupe particulier. En Casamance, les formes d'initiation, c'est emblématique, c'est connu, mais toutes les sociétés, toutes les cultures ont des formes d'initiation. C'est important, ça permettait par génération de donner les valeurs, n'est-ce pas, et de construire le type d'hommes et de femmes qu'on veut pour la société. Mais maintenant, il faut actualiser. Parce que maintenant, il y a des enjeux nouveaux, n'est-ce pas, des risques nouveaux. Le bon vivre ensemble qui prend des formes différentes, etc. Donc maintenant, il faut faire en sorte qu'on insiste sur ces aspects-là et non pas qu'on maintienne, n'est-ce pas, un fonds d'éducation très traditionnel qui rend les gens impuissants et qui les expose à des vulnérabilités par rapport auxquelles ils n'ont pas l'information et ils n'ont pas été formés. Et en plus, il faut que cette éducation-là, les écoles publiques, c'est vrai, mais aussi on a des leviers extrêmement importants, c'est les leviers populaires. Regardez, il n'y a pas un quartier au Sénégal où il n'y a pas une mosquée, ou bien une église, ou bien des daïras, des associations de femmes, des associations de jeunes. Pourquoi on n'utilise pas tout ça? C'est notre ressource propre. Ça, on n'a pas besoin de milliards. Alassane, moi je peux convoquer tout de suite une réunion dans mon quartier avec tous les jeunes pour les sensibiliser sur tel type de danger dans le quartier, ou bien tel, etc., ou bien sur le ramassage des ordures, etc. Pourquoi on ne joue pas, par exemple, sur ces leviers? Parce que les gens qui devaient initier, parce que aussi, il ne faut jamais penser que des millions de gens vont se lever comme ça un jour ensemble pour dire on va s'éduquer. Il y a toujours donc des déclics et des porteurs. Donc ceux qui sont conscients de ces problèmes-là devraient réfléchir à cela et donc utiliser l'éducation populaire, les associations, etc. Et ensuite maintenant, l'appui de l'État dans les écoles publiques, etc. Parce que sinon, on va droit à des problèmes insolubles. Je crois que c'est ça aujourd'hui. Il nous faut un consensus. On a fait il n'y a pas longtemps les assises nationales sur l'éducation. Quel est le Sénégalais aujourd'hui qui peut vous dire aujourd'hui le contenu de ces assises? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que ça? Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui prend 500 millions ou bien je ne sais pas quoi, pendant 1 mois, 3 mois, on va dire c'est lui qui l'a pris, c'est pas lui, créé, pourquoi vous avez libéré l'autre, vous avez enfermé l'autre. Donc les hommes politiques actuellement au Sénégal, ils sont experts que dans une chose, celui qui est au pouvoir enferme l'autre, l'autre attend qu'il soit au pouvoir pour le renfermer lui aussi. C'est terrible. Est-ce que justement on n'est pas dans une situation de société où le paraître prend le pas sur l'essentiel? Aujourd'hui, les hommes politiques, au lieu de poser le débat sur les vraies questions, les vrais enjeux, des visions à long terme, et déficit en fait de leadership dans ce pays, de façon globale. Oui, Alassane, avant de venir à cette question, je voudrais d'abord ajouter quelque chose par rapport à l'éducation. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Je pense que pour avoir été un acteur
des assises nationales sur l'éducation et la formation, je veux dire deux choses. D'abord, nous avons un problème avec notre système éducatif. C'est-à-dire l'école que nous avons est une école que nous ne maîtrisons pas. Importée. Nous ne la maîtrisons pas. Ce n'est pas une école sénégalaise en réalité. C'est une école coloniale. Disons, de langue française au Sénégal. Coloniale. Ça, c'est un. Et de deux, nous avons un problème également, c'est-à-dire nos propres valeurs que vous évoquez tout à l'heure, l'imam l'a dit, c'est-à-dire les façons d'initier, de former, de socialiser les individus que nos sociétés avaient. Ces façons-là ont disparu parce que le pouvoir de l'argent est devenu un pouvoir mais exorbitant, donc travestissant totalement nos rapports. Ce qui fait que donc, si on relie les deux facteurs, c'est-à-dire l'économique et l'éducation scolaire, on remet ça aujourd'hui dans le pavé, on voit nettement que nos propres valeurs ont peu de place. Donc notre système éducatif, ou celui qui devrait être notre système éducatif, nous l'avons à peu près un peu perdu. Moi, je me suis toujours battu en disant, et je suis dans un groupe de réflexion également qui se bat pour dire il faut refondre l'école sénégalaise. Ça, c'est un. Ensuite, il faut maintenant étudier nos rapports à l'argent, notre rapport à la politique. Pour revenir donc à votre question. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous avons un problème de leadership. Nous avons des leaderships alimentaires. Ça aussi, il faut le reconnaître. Nous avons des individus qui pensent que pour réussir au Sénégal, il faut faire de la politique. Mais ce n'est pas il faut travailler, non, il faut faire de la politique. La politique est devenue vraiment un espace des arrivistes. Et ça, il faut finir avec ça. Dans des pays qui ont évolué de façon normale, je dirais, c'est-à-dire avec un développement mais endogène, c'est-à-dire partant de leurs valeurs, les individus qui font de la politique sont des individus qui avaient déjà une certaine richesse. A priori. Je ne parle pas de richesse financière ou matérielle simple, mais je parle même de la richesse culturelle, c'est-à-dire de la richesse de l'esprit, des gens du savoir. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a plutôt des médiocres parfois qui gouvernent les plus intelligents. Ça, c'est démontré, ça, c'est visible. Mais je veux dire par là, il faudrait que les Sénégalais prennent la situation en main et qu'ils n'acceptent pas que leurs propres valeurs disparaissent. Dans tous les cas, la disparition des valeurs endogènes ou en tout cas authentiques ou je dirais propres aux Sénégalais, ça ne va pas laisser le Sénégalais lui-même en vie, ça va l'emporter. Évidemment. Donc il faudrait que nous battions pour que nos valeurs restent et que nous puissions rester également, que nous puissions nous affirmer. Deuxièmement, qu'on recorrige le champ politique, qu'on essaie de mettre en place vraiment un pouvoir politique, je dirais, qui reflète un peu notre propre image, donc l'image du vrai Sénégalais. Mais est-ce qu'on peut changer l'espace politique au moment où les Sénégalais, peut-être authentiques, sérieux, travailleurs, intelligents, refusent d'aller dans le champ politique en disant oui, c'est le champ des médiocres? Et ce sont ces médiocres qui vont vous diriger jusqu'à la fin des temps, si les gens ne s'engagent pas. Oui, je pense qu'il y a plusieurs formes d'engagement. Et ce qui est mauvais, c'est de ne pas s'engager, parce que quelque part, ne pas s'engager, c'est irresponsable. Mais en même temps, pour revenir sur la question du leadership, c'est vrai, on a un leadership. Toutes les sociétés ont un leadership, je veux dire un groupe en tout cas qui prétend conduire le collectif. Maintenant, tout le problème, c'est quelle est la légitimité de ce leadership. Et sa légitimité, elle est en rapport avec, effectivement, le fond de valeurs et les attentes et les préoccupations de ce peuple. Il y a une déconnexion actuellement entre nos leaderships là et justement ce que la population attend. Et tous les jours, on voit qu'il y a un écart entre eux, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ce que les populations attendent. D'ailleurs, le meilleur indicateur, c'est que les gens disent politique, c'est le mensonge. Il n'y a pas quelque chose de plus grave pour n'est-ce pas, une élite politique que d'avoir ce renvoi des populations. Et aujourd'hui, si on faisait des statistiques, 98% des Sénégalais vont te dire « Ouh, politique c'est dangereux, c'est des menteurs, c'est des traîtres, etc. » Donc, les leaders politiques ont beaucoup de responsabilités dans la situation délétère actuellement du pays. Et on a vu des scènes tristes et graves au niveau des leaders politiques. Les insultes, les menaces, etc. Donc, il y a une crise d'exemplarité au plus haut niveau de l'État. Il y a pas seulement de l'État, je veux dire au plus haut niveau politique. Et pour revenir à la question
Vous pouvez répéter s'il vous plaît, c'était vous. Non, je disais que si vous décidez aujourd'hui, les leaders décident de ne pas s'engager, de laisser l'espace public ou bien politique aux politiciens. C'est très grave. Parce que d'abord, cet espace ne leur appartient pas. Ils sont que des individus dans le Sénégal. Et ce complexe-là, ça, je le vois tout le temps. Tout le temps, vous voyez les gens, dès que quelqu'un est ministre ou bien il a un poste politique, on a l'impression que maintenant il ne vient de nulle part. On dit non, il ne fait même plus partie du peuple. Je dis, qu'est-ce que c'est? Ce gars-là, il était dans les quartiers populaires comme tout le monde. Brusquement, il a une fonction politique et on a l'impression que c'est une nouvelle personne qui vient d'apparaître. Les gens ont le complexe maintenant de lui dire la vérité, de lui dire que nous ne sommes pas satisfaits de ce que vous êtes en train de faire, de lui demander de rendre des comptes à partir des services et des biens, n'est-ce pas, qui reçoit du peuple. Donc, il faut s'engager, parce que ne pas s'engager, c'est irresponsable. Maintenant, tout dépend de chacun avec son tempérament. Les gens qui ont la capacité politique, parce que quand même la politique, c'est pas une affaire d'enfant, il faut le reconnaître, c'est des joutes, il faut être extrêmement patient et rude pour y participer, mais il y a des gens qui ont le tempérament pour le faire, ils doivent le faire en étant dans une direction de l'intérêt général, en étant des visionnaires, pas des politiques alimentaires, comme le dit Achille Mbembe. En Afrique, le pouvoir politique, c'est le lieu du repas. Et le professeur Amadou Alidien disait, c'est la république du Giro, du Sif et du Keuf. Donc je crois qu'il faut épargner les gens de ça. Et maintenant, il y a d'autres formes d'engagement dans la société civile, même je dis le secteur professionnel. Moi je me dis sur le plan individuel déjà, chacun de nous. J'avais écrit un papier, un de mes amis m'a écrit un truc à me dire, le diagnostic est parfait. Mais maintenant, quelles sont les solutions? Je lui ai dit non, honnêtement, je n'ai pas de solution. Et la preuve, c'est que tous les gens qui ont prétendu avoir des programmes et des solutions, on a vu ce que ça a donné. Par contre, la solution, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous fasse son autocritique et agisse là où il peut, n'est-ce pas, pour l'intérêt collectif. Justement, c'est cette question que je voulais vous poser. Le diagnostic a été fait dans ce pays. Il disait que chaque solution doit être une solution individuelle. Mais comment faire appliquer ces solutions individuelles pour qu'elles deviennent collectives? Je pense que la politique, d'abord, ce n'est pas un métier. Il faudrait que les gens comprennent ça. Ce n'est pas un métier. Il y en a ceux qui en font une profession, mais ce n'est pas une profession. Alors, deuxièmement, les diagnostics dont vous parlez, dire par exemple que nous avons constaté que la classe politique est en déphasage avec la population, ou en tout cas ne prennent pas suffisamment en charge les problèmes des populations, ce diagnostic a été déjà fait. Alors, la solution, à mon avis, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas de recette de solution. Déjà, le fait même de communiquer comme ça à travers les médias, c'est une forme d'engagement. C'est-à-dire le travail de formation ou d'éducation que font les journalistes à travers les médias est déjà une forme d'engagement. Le travail que fait l'enseignant à l'université, à l'école primaire, au collège ou au lycée est déjà une forme d'engagement. Alors, quelle est la particularité donc du champ politique sénégalais? C'est cette particularité qu'il faut bien saisir d'abord. Le champ politique sénégalais n'est pas composé des individus comme nous le connaissons ailleurs, c'est-à-dire dotés de volonté pour développer leur propre nation. Mais c'est des individus qui, à l'arrivée déjà, viennent avec des prétentions de se faire une personnalité. Donc je dis bien de se faire une personnalité. En sociologie, cela veut dire quoi? C'est-à-dire de se faire une considération sociale. L'imam vient de le dire. Dès que quelqu'un est nommé ministre ou élu député, on voit les voisins aller donc le remercier ou le féliciter. Mais je ne vois pas quel est l'intérêt d'aller le féliciter ou je ne sais pas, le remercier. Au contraire, on devait l'encourager et surtout lui apprendre les bonnes valeurs. Mais est-ce que justement cette façon de faire des populations ne traduit pas notre rapport, nous, avec le pouvoir? Mais c'est ce que je veux dire. Je dis, il y a la spécificité. C'est-à-dire, dès que vous arrivez dans le domaine politique, les gens viennent vous féliciter. Ils ne viennent pas vous féliciter pour vous féliciter. Ils vous félicitent parce qu'ils attendent de vous donc des réponses. D'abord, et quelles sont ces réponses? Pécuniaires. Pécuniaires, en fait. La relation de dépendance s'installe. Et c'est cette relation-là qu'il faut couper. Il faut couper la relation de dépendance entre les administrés et les gouvernants. Ce n'est pas normal. On ne doit pas élire quelqu'un à des fonctions donc d'État. Je voudrais par là dire
que ce sont les populations elles-mêmes qui encouragent nos leaders politiques à avoir des attitudes donc de prédateurs. Et ça, il faut finir avec ça. Il faudrait que individuellement, que chacun se dise, moi, ce n'est pas parce qu'on a nommé mon voisin ministre que je dois passer le féliciter ou le remercier. Ben, si je le rencontre sur le terrain de sport, mais je l'encouragerai et je lui donnerai quelques orientations si c'est possible. Donc, je ne suis pas là pour féliciter ou pour remercier quelqu'un parce qu'il a été nommé dans des fonctions ministérielles ou législatives. Justement, Imam, est-ce que le problème qu'on a, nous, au fond, c'est pas le rapport que nous avons avec le pouvoir? Quand on est élu ou bien quand on a été choisi ou nommé quelque part, les populations viennent vous voir, comme il l'a dit, plus pour te dire, voilà, nous sommes là à côté, si vous pillez la caisse, on est à votre disposition pour qu'on puisse la bouffer ensemble. Et est-ce que justement, c'est pas ça qui fait que les politiciens se permettent tout? Mais effectivement, il y a une part de cette responsabilité des populations, n'est-ce pas, effectivement, qui encourage, n'est-ce pas, ces pratiques malsaines de gestion des affaires publiques. Parce qu'en général, effectivement, quand les gens vous soutiennent, c'est toujours pour vous dire que si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? C'est-à-dire, moi, ma famille, les amis, le petit groupe, pas pour le pays. Donc ça, c'est extrêmement enfantin. Et aujourd'hui, on dit les Sénégalais, on est les plus beaux, les plus gentils, etc. Alors qu'en fait, il y a de l'enfantillage, de la victimisation, n'est-ce pas? C'est la politique de l'argent. Mais qu'est-ce qui explique justement cette mentalité des Sénégalais de s'accrocher au basque des gens, de ne pas les travailler, de vouloir tout le temps se faire prendre en charge? Je crois qu'il y a des problèmes d'éducation qui se posent, parce que je n'oserais pas dire que c'est des questions de culture. Parce que là, on tomberait dans le culturalisme et ça va être très grave. Parce que si on commence à dire, oui, les Sénégalais et les Africains, sont de façon congénitale, aiment l'argent et dépendre des gens, ça va être très grave. Et en fait, c'est faux. Sur le plan intellectuel, c'est faux. On ne pourra jamais démontrer ça. On a vu des Africains valeureux, n'est-ce pas, qui se sont sacrifiés, qui ont refusé des facilités. Donc, voilà, on a vu, je sais pas, Sékou Touré en Guinée aurait pu accepter beaucoup de choses, la France, on a vu, etc. On a vu Sankara, on a vu Nelson Mandela, etc. Donc, c'est pas un problème, donc vraiment, c'est qu'à un moment donné de l'évolution de l'histoire du Sénégal, eh bien, on a développé des rapports de dépendance par rapport aux hommes politiques, et même les chefs religieux ont joué un grand rôle. Regardez, quand ils organisent les fêtes religieuses, au lieu de tenir des discours publics d'intérêt général, c'est des discours à n'en pas finir de remerciements du chef de l'État, on est très content qu'il nous donne de l'huile, etc. Mais cette huile-là, est-ce que le chef de l'État, ça lui appartient? Non. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un dire, ouais, je suis très content du président parce que quand quelqu'un vient te donner 100 000 francs pour la bourse familiale, j'ai dit, il n'a pas la notion de budget national, il ne connaît rien du tout de ça. Donc, mais en même temps, on n'éduque pas les gens pour qu'ils ne comprennent pas les enjeux et qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'argent public. Donc, les enseignants, les intellectuels, c'est tout le monde qui doit participer à cette sensibilisation. Depuis la maison, déjà nos enfants, il faut les éduquer à refuser la dépendance, les éduquer à compter sur le mérite, n'est-ce pas, et à avoir l'estime de soi. Moi, je dis souvent à mes amis que pour moi, le levier du développement, c'est l'estime de soi. La question du savoir, on peut le chercher où on veut dans le global. Mais il faut d'abord savoir se respecter soi-même, vouloir du bien pour son peuple. Ensuite, maintenant, tous les aspects techniques, plans et tout là, vous pouvez l'avoir quand vous payez l'argent. Par contre, l'estime de soi, personne ne peut le payer pour vous. Donc, je crois qu'il faut qu'au niveau des parents, les gens, n'est-ce pas, travaillent à ça. Maintenant, il y a des gens, c'est pour des questions de survie, qui sont dans les basques des hommes politiques, parce qu'on les a appauvris. C'est pas toujours facile de les mal juger, parce qu'on les a appauvris. Si vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas avoir 1000 francs par jour. C'est pas évident que vous ne soyez pas un lâche, excusez-moi du terme. Donc, mais on les a maintenus. Ils n'ont pas compris qu'ils peuvent se battre pour avoir leur dignité. Maintenant, ils se disent, je reste à la marge et j'attends des miettes. Et c'est ces gens-là qui sont capables d'aller tuer quelqu'un, d'être des nervis et de faire n'importe quoi pour qu'on leur donne après 10 000 francs, 100 000 francs, ou bien qu'on leur dise, je peux vous donner de l'argent pour aller à l'extérieur. Donc, cette élite politique irresponsable, qui n'aime pas son propre pays, n'est-ce pas, qui n'est pas visionnaire, maintient les gens dans un rapport de dépendance, mais aussi les gens, par esprit de survie et de lâcheté, quelque part aussi, ne se battent pas. Pour terminer ce point, je donne l'exemple de mon milieu, par exemple. En fait, regardez la question de la mendicité et des oustaz. J'ai dit, ils font tout sauf ce qu'ils doivent faire. Comme me dit, mais imam, ils vont être énervés contre toi, tu es imam comme moi. J'ai dit, qu'ils soient énervés. Mais écoutez, quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les enfants ne doivent pas être dans la rue. On n'a pas besoin d'être dans la rue pour apprendre le Coran. D'ailleurs, quand on est dans la rue, on n'apprend pas le Coran. On devient des délinquants. Je prends la mosquée du Point E, les enfants viennent là-bas à la prière de Timis, ils dorment sur le carreau, donc ils ne prient même pas. La prière de Timis, ils ne prient pas. C'est un bon indicateur. Des soi-disant
enfants qui doivent apprendre le Coran, être demain des imams, à la prière de Timis, ils dorment à la porte de la mosquée. Parce qu'ils sont fatigués. Parce qu'ils sont fatigués. De chercher la pitance. Mais ces oustas ont pris nos enfants en otage. Voilà, on va y revenir. Peut-être qu'Alassane trouvera un sujet après pour ça. Mais je voudrais juste encore dire ça. C'est que j'ai dit aux oustas, vous faites tout sauf ce que vous devez faire. Ils m'ont dit, ah bon quoi? Non, les parents nous donnent les enfants, ils ne donnent pas quoi à manger. J'ai dit, non seulement c'est irresponsable, l'islam vous condamne parce que vous n'avez pas le droit de prendre l'enfant de quelqu'un que vous ne pouvez pas nourrir. Première chose. Deuxième chose, personne n'a le droit de prendre son enfant et de l'abandonner à quelqu'un en disant il faut que lui il trouve les moyens de le nourrir. Troisième chose, vous avez une association nationale qui est reconnue par Touba, Tivaouane et toutes ces autorités. Ce que vous auriez dû faire, c'est quoi? C'est être un groupe de pression contre l'État pour lui dire il faut prendre en charge ces milliers d'enfants qui veulent une éducation qu'on appelle l'éducation coranique, dans la dignité et la décence, parce que le budget national, ces enfants-là en font partie. Mais par, je sais pas, esprit de courtisan, etc., vous n'osez pas affronter l'État pour le bien de ces enfants et vous préférez laisser les enfants dans la rue. C'est grave. Oui. Justement, ça nous permet d'aller au deuxième point de notre sujet. Ce sont ces partis politiques qui, tous, vont concourir à l'Assemblée nationale, à prendre le pays en charge. Mais dans les débats, ces questions de fond qu'a posé l'imam, on ne les entend pas. On parle de débat de liste, on parle de débat de tête de liste, entre autres, mais on n'entend pas de débat sur les questions d'éducation, sur comment changer le Sénégal et comment aujourd'hui ces politiciens qui perçoivent de l'argent des Sénégalais, des impôts des Sénégalais, comptent diriger ce pays. Est-ce que ce n'est pas ça, justement, le mal du Sénégal, les partis politiques? Ça, c'est un drame, Alassane. C'est un drame, je dirais. Les partis politiques, en général, n'ont pas un programme. Parce que pour parler d'un point, il faut d'abord que ce point figure dans le programme. Et quand vous regardez, même à une élection présidentielle ou aux élections législatives, vous allez constater nettement qu'il y a ce qu'on appelle une reproduction des programmes des années précédentes ou des élections passées il y a longtemps. Or, les choses ont évolué. Les leaders politiques n'ont pas de programme. Donc, ils n'ont pas cette vision d'un Sénégal de demain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour rejoindre un peu cette question sur l'éducation, je disais à Imam Kanté que nos enfants sont pris en otage par ses pères, les oustas, dans ce pays, chose que non seulement je condamne, mais je trouve que le pouvoir politique en place, ou les pouvoirs politiques en tout cas qui se sont succédés, n'ont pas été suffisamment forts, ou ne le sont pas, celui en place actuellement n'est pas suffisamment fort pour mettre en application vraiment ce qu'il nous avait promis, c'est-à-dire la cessation de la mendicité des enfants dans la rue. Vous savez... s'il n'est pas complice. Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait de ne pas agir dans le sens d'arrêter ça, c'est quand même de la complicité déjà. Je crois que c'est de la complicité. Un État doit être suffisamment fort pour dire ça suffit. Quand on veut emprisonner quelqu'un, on emprisonne facilement ces gens-là. Mais quand il faut arrêter des questions de société, parce que 2000, 3000, 4000, 5000 enfants dans la rue, c'est plus qu'un individu en prison. 50 000 voilà. À Dakar. 50 000 on a 50 000 enfants qui dorment sous les vérandas. Et cette question, je dis bien, il faut que la population sénégalaise elle-même la prenne en charge. C'est une question qu'il faut que nous, et les partis politiques ne la prennent pas en charge, ceux qui veulent diriger le Sénégal. Mais comme je vous ai dit, Alassane, parce qu'il faudrait que d'abord que ces leaders politiques aient un programme conforme aux valeurs sénégalaises. Mais eux sont à la course pour accéder à l'appareil d'État pour s'enrichir, pour se remplir les poches. C'est la course aux places. Ce n'est pas des gens qui ont des moyens financiers, matériels, intellectuels et culturels qui forcément tentent d'accéder à la tête de l'appareil. Mais c'est certes ce que je viens de dire, c'est très souvent des gens affamés, des gens, mais pour vous dire clairement, très fatigués, qui cherchent à accéder à l'appareil d'État, parce que pour eux, c'est un ascenseur social. Et du coup, donc, ils vont se revaloriser socialement, ils vont accéder aux ressources de l'État, pour ensuite instaurer leur domination. Mais c'est pas une vision de l'État. C'est pas parce qu'ils ont une vision politique qu'ils sont arrivés. Non. Alors moi, je pense qu'il y a un problème. C'est surtout, moi, celui qui me paraît le problème le plus immédiat, c'est celui de la mendicité. Le pouvoir en place avait bien entamé cette lutte, l'a arrêté subitement. Je ne sais au nom de quoi, mais je dirais tout simplement, la seule raison que j'ai constatée, c'est vraiment la faiblesse, la mollesse d'un pouvoir face aux escroqueurs, face aux arnaqueurs,
face aux exploitants d'enfants, face en tout cas aux maltraiteurs de nos propres enfants, qui doivent assurer les lendemains du Sénégal. Ouais, ces questions que doivent ou devraient aborder les partis politiques pour les prochaines législatives, on ne les entend pas. On a l'impression qu'il n'y a pas un consensus sur les grandes questions au Sénégal, que chacun s'occupe de ses intérêts personnels, chaque parti essaie de faire la lutte des places pour se classer. Des leaders aujourd'hui peut-être cherchent aujourd'hui juste à avoir accès aux prébendes. Mais et c'est ça la faillite du politique actuellement, ou bien de la pratique politique actuellement au Sénégal. Je pense qu'il y a... Et les populations quand même continuent à le suivre. Oui, c'est ça qui est assez bizarre. Par inconscience, par ignorance, et par cupidité, par lâcheté. C'est-à-dire qu'il faut aussi du courage. Hein. C'est pourquoi j'utilise le terme de lâcheté, ça peut être choquant, mais c'est un terme français que tout le monde comprend. Oui, parce qu'il faut avoir du courage pour faire face à son avenir. Quand son avenir, eh bien, on ne te le donne pas, n'est-ce pas? Tu dois te construire un avenir, une vision, et ensuite tu te donnes les moyens de le faire. Et souvent, j'ai discuté des fois avec même des panafricanistes, etc., qui disent, oui, j'ai dit, mais je n'ai pas vu le résultat de toutes vos réflexions depuis 50 ans. Donnez-moi un pays où il y a une vision panafricaniste, économique, etc. On ne s'est pas donné les moyens, et le courage et l'audace, n'est-ce pas, de mettre en œuvre la vision que nous avons, parce que dès que vous mettez en place votre vision, elle est tout de suite en compétition avec les visions des lobbies, de ceux qui veulent les nouveaux maîtres du monde, qui veulent contrôler le monde. Donc, il faut associer tous les gens et ensuite donc développer des consensus pour le pays. Et la plupart des hommes politiques, des partis politiques, regardez aujourd'hui la scène politique, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les pratiques politiques au Sénégal, c'est beaucoup plus des problèmes crypto-personnels, des problèmes de vengeance, de revanche et d'accès aux prébendes, à la mangeoire, que des questions de débat de fond. Aujourd'hui, regardez quelqu'un qui est socialiste, qui travaille avec un président libéral. C'est dans quel cadre de politique ça? Est-ce qu'on peut trouver une cohérence entre une vision socialiste et une vision libérale, etc. Vous voyez, après on va dire non, c'est le pays qui a besoin de moi. Ils font du pragmatisme. Le pays a besoin de moi. Et regardez, est-ce que c'est toi, Alassane, qui lui a demandé d'aller rejoindre par exemple le président? Et il parle en ton nom. Vous voyez comment ces gens-là nous traitent? Hein? Le pays a besoin de moi, je fais partie du pays. Est-ce que moi je lui ai demandé d'aller? Peut-être que moi, s'il m'avait demandé, je lui aurais dit non pas de rejoindre le pays, mais de travailler par exemple aux élections législatives pour avoir, avec des enquêtes parlementaires sur la transparence, etc. Comme vous le dites, ces questions de fond-là, j'ai entendu un député dire il n'y a pas longtemps, il a dit pendant 4-5 ans de cette législature, il n'y a pas une seule enquête parlementaire. Et il y a combien de problèmes dans ce pays? Les députés ne s'occupent même pas des problèmes. Caisse d'avance, etc. Comme vous l'avez dit, pourquoi il n'y a pas de débat de fond sur ça? Mais parce que chacun sait que si demain il accède à la caisse d'avance, il voudra avoir de la liquidité. Donc il ne faut pas trop avancer. C'est pourquoi je vais déballer, qu'on ne me pousse pas à parler. C'est terrible, on nous traite comme des insectes. Hein? Mais voilà, si vous voulez déballer, donc vous étiez dans quelle balle? Vous étiez dans quelle balle? Pourquoi maintenant vous voulez déballer? Vous étiez dans quelle balle? Donc, qu'on ne me pousse pas à parler. Donc vous saviez des choses qui ne sont pas bonnes pour le pays. Mais parce que vous étiez à côté, n'est-ce pas, du repas, donc vous n'aviez rien dit. Maintenant qu'on vous coince, qu'on retire le gâteau de votre main, maintenant vous allez dire au peuple, soulevez-vous, parce que l'autre gars n'est pas bon pour le pays, alors qu'il n'est pas bon seulement pour votre propre intérêt. Mais donc, j'appelle les leaders politiques à se réveiller, à avoir l'estime de soi, à respecter leur pays, et que s'ils ne sont pas capables de ça, ils doivent dégager. Et que maintenant, les gens aussi prennent leurs responsabilités, qu'on finisse avec la lâcheté populaire, qu'on finisse avec le fatalisme et qu'on prenne en charge, n'est-ce pas, nos préoccupations. Comment faire justement pour changer cet état d'esprit dans ce pays où les politiciens pensent que les Sénégalais, excusez-moi de terme, c'est des bétails, ils viennent, ils les conduisent comme des moutons de Panurge, ils font ce qu'ils veulent et s'en vont. Et on a l'impression d'avoir un système où c'est les mêmes têtes qui tournent. Oui, je pense que Alassane, ce n'est pas facile, mais il faut dire que nous avons aujourd'hui quand même atteint la masse critique des individus instruits qui peuvent percevoir la situation de dépendance à laquelle ils se trouvent et qui peuvent remettre en question cette situation. Cette masse critique est atteinte aujourd'hui. Donc, il y a énormément de Sénégalais qui sont instruits et qui savent comment on les manipule à des fins scripto individuelles, personnelles, mais pour bien soutirer les biens de la nation. Est-ce qu'il a décidé à changer les choses? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait conscientiser ce Sénégalais. Il est instruit. Être instruit ne veut pas dire être prêt à s'engager. L'imam vient de vous le dire. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens acceptent de s'engager et de dire ça suffit, nous ne voulons plus de ça.
Alors, et ne pas s'aligner derrière des hommes politiques parce qu'ils vont brandir leurs moyens financiers ou leurs moyens matériels, et ne pas s'arrimer à leur barque pour aller dans leur direction, mais de savoir dire quel est l'intérêt de ma nation dans cette situation-là et comment je dois agir. Si individuellement nous prenons tous conscience qu'il y a ce qu'on appelle donc l'installation de la dépendance par les politiques envers leur population à des fins scripto-personnelles, mais je pense que collectivement, on pourra s'associer et agir et dire ça suffit, ça doit s'arrêter là. Mais tant que nous ne faisons pas donc ce qu'on appelle la prise de conscience individuelle, les gens, que l'on ait des diplômes de doctorat à l'université, on va toujours courir derrière un homme politique parce qu'il va mettre à la disposition donc de ces groupes d'individus des cars, je ne sais pas, des bus ou je ne sais pas quoi d'autre pour leur dire suivez-moi. Parce qu'ils se réclament d'abord, en tout cas, ils s'auto-érigent détenteurs de moyens financiers et matériels pour les embarquer dans sa barque. Et ça doit suffire, ça doit s'arrêter. Alors là, l'autre élément, c'est d'impulser un air nouveau, je dis bien, dans la classe politique. C'est-à-dire infiltrer les appareils politiques. Ça aussi, c'est possible. À travers donc des associations de société civile ou autres. Et s'il le faut, dans les lieux de prise de décision, paralyser toutes les fausses orientations. C'est-à-dire les orientations qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la nation, les paralyser, les handicaper, quelquefois les enrayer totalement. Et ça ne peut se faire que lorsqu'on est dans des appareils où on prend donc des décisions. C'est pour cela que je dis, il faut s'engager sous toutes les formes. La forme de la députation, la forme de l'élection municipale, la forme des élections, même l'élection présidentielle, ne pas laisser la piste à ceux qui sont là que pour se remplir des poches. Ça suffit. Le Sénégal n'est pas une propriété de quelques individus, c'est une nation qui doit se construire et qui doit se construire sur la base d'une vision de sa société. Oui, mais ces politiciens, ils sont trop puissants parce qu'ils ont les moyens d'empêcher aux indépendants d'avoir accès à la députation en mettant en place des lois tellement lourdes ou bien tellement puissantes qu'ils ne peuvent pas accéder, ou compter aussi sur des lobbies qui ont les mêmes intérêts qu'eux. Ces lobbies peuvent être financiers, mais religieux. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de, effectivement, comme l'a dit le professeur Gomis tout à l'heure, il n'y a pas en réalité une seule démarche, n'est-ce pas, quand on regarde tous les pays qui ont pu aujourd'hui asseoir un certain respect du bien public, etc., c'est pas tous la même trajectoire. Des fois même ça vient de façon surprenante. Mais il faut d'abord au moins qu'il y ait des gens qui soient conscients. Et effectivement, il y a ces lobbies, il y a tout ça, mais quand même, c'est toujours des hommes qui sont en train de lutter sur le terrain. Donc, il faut simplement participer à cette lutte-là. Et aujourd'hui, par exemple, c'est notre pays. Que ce soit des groupes religieux, tout ce que vous voulez, mais c'est simplement des Sénégalais à visage découvert. Maintenant, ce qui est caché derrière, moi j'ai dit quelque part, excusez-moi, je m'en fiche. Ce qui est important pour moi, c'est de traiter avec le Sénégalais qui dit qu'il porte, n'est-ce pas, une vision pour le pays. Et je vais lui demander de rendre des comptes. Je vais lui demander de s'expliquer sur qu'est-ce qu'il veut faire du pays, qu'est-ce qu'il veut faire du bien public, de l'éducation, de la santé, etc. Donc, parce que le constat qui a été fait dans tous les pays dits émergents, les pouvoirs sont forts. Il y a une discipline dans ces pays-là. On a l'impression qu'au Sénégal, que la discipline, c'est un gros problème. C'est un problème pour faire respecter la loi et respecter la loi. Oui, je crois que quelque part, pour respecter la loi, parce que c'est vrai, la discipline, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, elle ne vient jamais comme ça ex nihilo. Donc d'abord, il y a le processus d'éducation. Elle se construit dans la famille. Voilà, déjà dans la famille. Ensuite, donc l'éducation, comme j'ai dit tout à l'heure, jouer sur les leviers de l'éducation populaire et tout, les questions de santé. Prenez la question de santé aujourd'hui. Qui peut se soigner aujourd'hui dans les hôpitaux? C'est devenu des mouroirs. Il n'y a pas de place, rendez-vous 3 mois après. Si vous êtes malade, vous avez toutes les chances de mourir avant d'être soigné. Alors que si aujourd'hui, on avait mis l'accent sur la santé communautaire, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui tuent les gens. Si on avait fait de la prévention communautaire, le gars n'a pas besoin de quitter son village même. Regardez, quitter Matam, Tamba en ambulance, venir à Dakar. On vous dit, vous n'avez pas de place, retournez chez vous. Alors que c'est des maladies, quelque part, qu'on peut déjà régler, n'est-ce pas, dans les postes de santé. Mais allez voir ce qui se passe dans les postes de santé. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand un ministre qui a des millions que son enfant peut voler, en ce moment, il y a un poste de santé qui n'a pas le 10e de cet argent, d'un ministre, je ne parle pas maintenant des milliards dont il parle. Entre eux, ils s'accusent de milliards. Ils vont payer ça très cher, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas mépriser le peuple comme ça à ce niveau-là et s'en sortir indemne. C'est pas possible. Parce que, comme on dit en Wolof, nit ñi nitu Yàlla lañ.
Et maintenant, sur cette question-là, donc il faut revenir, axer le travail au niveau de l'éducation et aussi de l'audace. Il faut beaucoup d'audace. Déjà au niveau des localités, mais demander des comptes rendus au niveau des collectivités, appuyer les mouvements de société civile, n'est-ce pas, en donnant des idées pour l'intérêt collectif. Et chaque fois, coincer, comme l'a dit tout à l'heure, il a raison, il faut coincer tous ces arnaqueurs-là. Trouver une façon ou une autre de les dénoncer et de les coincer pour que, n'est-ce pas, qu'ils soient à la marge, n'est-ce pas, de ces opportunités-là qu'ils ont pour pouvoir tromper les gens. Voilà, le temps que nous y est parti est terminé. Merci à mes invités, à Imam Ahmadou Makhtar Kanté, qui est expert en environnement, écrivain. Son dernier livre porte sur l'astrologie et la charia. Il est imam à la mosquée du Point E, ici à Dakar. Et aussi Souleymane Jules Gomis, professeur de sociologie de l'éducation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au micro, Alassane Samba Diop, la technique Marie-Justine Diogo. Excellent dimanche à tous. So consumed with